La procrastination s'impose aujourd'hui comme l'un des plus gros problèmes de notre génération. Ça se résume pas juste à une simple paresse, c'est un mécanisme d'évitement qui est lié à la peur de l'échec, au perfectionnisme ou encore à la surcharge mentale. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a une étude qui a été menée en 2025 qui révèle que 70 à 95% des étudiants reconnaissent procrastiner sur certaines tâches. Ce phénomène-là, il est amplifié par des distractions. Et par distraction, j'entends le téléphone, les réseaux sociaux, le fait de scroller toute la journée, les plateformes de streaming ou encore la musique. Sans oublier qu'on vit dans une société de performance. Aujourd'hui, encore une fois, sur les réseaux sociaux, les contenus sur lesquels on va tomber, ça va être exploit sur exploit, réussite sur réussite. Et ça touche directement notre productivité et notre santé mentale. Qu'est-ce que c'est que la procrastination ? Alors on le sait, la procrastination, c'est le fait de repousser certaines tâches pendant des heures, des jours, voire même des années. Et pour celles et ceux qui en sont touchés, on s'active uniquement à la dernière minute, quand il y a une deadline. Là, la deadline, elle s'approche, tout de suite tu vas t'activer, tu vas te mettre à taffer sur la chose que tu as repoussée pendant hyper longtemps. Mais s'il n'y a pas de deadline, cette tâche, tu peux la repousser pendant super longtemps, genre littéralement des années. Chaque jour, on a notre petite liste de choses à faire. Et à ce qui relève de l'habitude, ce qu'on fait par habitude, parce que si on ne le fait pas, notre journée n'a pas de sens. Et il y a d'autres choses un peu moins importantes, mais qu'il faut quand même faire. Et cette deuxième catégorie là, ces choses-là un peu moins importantes, mais qu'il faut quand même faire, si elles ne contiennent pas vraiment d'urgence, eh bien, on ne passera pas à l'action. Et ça pose un problème pour nous en premier, mais très vite pour nos proches, qui peuvent aussi le remarquer. Mais souvent pas de la bonne manière, parce que très souvent les procrastinateurs sont vus comme des personnes paresseuses ou flemmardes, des gens qui n'ont pas de motivation, qui ont envie de rien faire, qui passent leur temps à dormir, à se tourner les pouces, alors qu'en réalité, ces tâches-là occupent beaucoup plus de place dans notre tête qu'on ne le pense, et c'est littéralement une bataille mentale. Mais on essaiera de comprendre pourquoi c'est une bataille mentale juste après. La procrastination, dans tous les cas, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on remet tout au lendemain. Et dans le prochain épisode, dans la partie 2, on verra comment s'en sortir pour de bon. Vous l'aurez compris, et surtout si vous êtes concerné, procrastiner, ça n'a rien à voir avec la flemme ou la paresse. La procrastination, elle prend ses racines bien plus tôt dans notre vie, et très souvent, elle est en lien avec plusieurs traumas. Alors tout de suite, si je vous dis trauma, vous allez sûrement penser à un choc, à quelque chose de gravissime et vous n'allez pas vous sentir concerné, vous allez dire non mais moi il m'est jamais rien arrivé, etc. En réalité, on est tous concernés par un type de trauma. En psychologie, on distingue deux types de traumatisme. Il y a le trauma majeur. Le trauma majeur, c'est quand notre vie a été en danger. Donc ça peut concerner un accident de voiture ou une agression. Et on a le trauma mineur. Le trauma mineur, c'est un petit peu plus subtil. C'est le genre de trauma qui va pas mettre ta vie en danger, mais qui va quand même laisser une trace. Donc ça peut être une rupture, un harcèlement, des remarques négatives. Et quand on est enfant ou adolescent, ça peut se manifester, par exemple, par des parents qui ont eu des attentes beaucoup trop élevées, qui t'ont mis une pression de fou malade. Et c'est comme si en réalité, c'était plein de petites blessures émotionnelles dont tu n'as jamais vraiment guéri et qui sont restées en grandissant. Donc une grosse pression, le rejet, l'humiliation. Maintenant, on va essayer de comprendre, parce que vous devez sûrement vous demander comment ces traumatismes mineurs de l'enfance, ils refont surface à travers la procrastination. C'est quoi le lien entre les deux ? Pourquoi est-ce que tu me dis que je me suis sentie humiliée dans mon enfance et qu'aujourd'hui, j'ai du mal à avancer sur mes tâches ? Je vais vous donner un exemple. Imaginons qu'enfant, tu t'étais vraiment investi sur quelque chose qui est compté pour toi. Un dessin, un cadeau, un projet. T'as présenté ce truc-là à ton entourage, à tes parents, à ta famille, peu importe, mais au lieu d'être encouragé, on t'a critiqué. Au lieu de t'encourager, on t'a rabaissé, on t'a humilié. Sur le moment, ton cerveau, il a enregistré cette expérience comme étant un danger émotionnel. Tu t'es dit, ok, quand je montre ce que je fais, je risque d'être rejeté. Quand je montre ce que je fais, je risque d'être humilié. Et en grandissant, ce schéma, il va rester ancré en toi. C'est pas forcément toi que tu as peur de montrer, ta personne tu t'en fous, mais c'est ce que tu produis. Tu redoutes, sans même le savoir, le regard ou le jugement des autres. Et donc en grandissant, quand tu vas vouloir te lancer dans un projet, écrire, créer, entreprendre, peu importe, ton cerveau il va venir activer ce vieux réflexe de protection et il va te pousser, à remettre à plus tard. D'un point de vue psychologique, ça c'est un mécanisme d'évitement. Ton cerveau il cherche pas à te saboter là, il essaie juste de t'éviter une émotion perçue comme douloureuse, celle que t'as vécue quand t'étais enfant.
Et ça, c'est le genre de mini-traumatisme qu'on peut vivre quand on était enfant ou adolescent et qui reste avec le temps. Et du coup, là où ça devient intéressant, c'est que la procrastination, finalement, elle peut venir de plusieurs causes. On va retrouver la peur de l'échec, un manque d'estime de soi, une mauvaise gestion du temps, la peur du succès ou encore le perfectionnisme. Sur la peur de l'échec, ça c'est la chose la plus importante, la cause la plus grande et qui concerne vraiment beaucoup de monde. Donc sur la peur de l'échec, on va venir repousser une tâche parce qu'on a peur de ne pas réussir, de mal faire ou de décevoir. Là, ton cerveau, il préfère éviter l'action plutôt que d'affronter cette peur. On va retrouver également le manque d'estime de soi. On peut avoir confiance en soi et avoir une faible estime de soi d'ailleurs. Dans le manque d'estime de soi, on va venir douter de nos capacités. On va venir fuir les tâches qui pourraient mettre ces doutes en lumière. Donc on va se dire non mais je vais pas y arriver, autant ne pas commencer. Tu te sens pas capable de faire. Tu penses que tu n'en es pas capable. Ensuite, on va retrouver la mauvaise gestion du temps, et ça c'est hyper important parce que la mauvaise gestion du temps, c'est le genre de truc qui peut te mettre des bâtons dans les roues très facilement, mais en même temps tu peux t'en débarrasser facilement aussi. La mauvaise gestion du temps, c'est quand on t'a pas appris à découper les tâches ou à planifier. Du coup, tout te semble énorme et insurmontable. C'est un peu ce truc-là aussi où tu vas venir essayer de planifier ta journée, mais tu vas caler trop de trucs. Par exemple, ta to-do list, là, tu vas trop la remplir. Parce que soit tu vas être dans ce truc-là de oui, finalement, tu surestimes un peu ta capacité à t'organiser, tu dis bon bah ça je peux le faire en 2 secondes, ça je peux le faire en 30 minutes, ça c'est rapide, et finalement bah tu te retrouves à faire très peu de choses sur ta to-do list. Et sur ce manque de gestion du temps, sur cette mauvaise organisation, ça peut aussi être en lien avec ce truc-là où on t'a pas vraiment laissé te gérer toute seule. On a tout le temps voulu planifier pour toi, gérer pour toi. Donc forcément, en grandissant, t'as du mal à t'organiser, t'as du mal à gérer ton temps. On va retrouver également la peur du succès. Ça, c'est un des trucs dont on n'entend pas énormément parler parce qu'encore une fois, on est dans une génération où tout le monde souhaite réussir, où vraiment, voilà, c'est la course au succès, mais c'est une vraie peur. En fait, on a peur des conséquences positives d'une réussite. Parce que réussite, ça rime aussi avec beaucoup plus de responsabilités, plus d'attentes et peut-être une peur du changement. Donc, on préfère inconsciemment ne pas avancer et rester dans sa zone de confort. Et enfin, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, les amis, si t'es procrastinatrice, si tu passes ton temps à procrastiner, ou procrastinateur, tu es perfectionniste. Et si tu es perfectionniste, tu procrastines. Dans le perfectionnisme, le plus gros problème, en fait, c'est qu'on veut que tout soit parfait avant de commencer. Sauf que très rares seront les moments où tout sera parfait avant de commencer en fait. Donc du coup t'es dans ce truc là qui a pas trop de sens, où t'attends le bon moment, t'attends la bonne énergie. Ça peut ressembler aussi à ce truc où t'es en mode bon bah j'ai un devoir à envoyer, je dois absolument nettoyer toute ma chambre, toute ma maison, faire toute la vaisselle avant de me mettre à travailler sur mon devoir. Pareil, t'as une page de Coran à réviser. Avant de réviser cette page de Coran, tu dois faire en sorte d'avoir terminé toute ta to-do list, encore une fois d'avoir rangé tout ton espace avant de pouvoir t'y mettre. Et c'est un des tours que ton cerveau peut te faire parce que t'es en mode bon bah j'ai tel objectif, telle tâche à réaliser dans la journée, et t'as l'impression que t'es plutôt actif ou active, que t'es dans ce truc là de ouais non bah je me prépare à réaliser cette tâche là, alors qu'en vérité pas du tout. Là t'es en train de repousser cette tâche parce que t'es en train de t'occuper de choses qui ne sont pas urgentes, mais tu le fais quand même parce que t'as l'impression que ça te sert dans tous les cas. Et ce perfectionnisme-là, ce truc d'attendre le bon moment, la bonne énergie, le feu vert, ça peut se croiser aussi un peu avec le TDAH. Le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et beaucoup de personnes qui ont le TDAH, bah, ça va être des gens qui vont attendre le bon moment, la petite étincelle, ce petit truc-là qui va t'arriver dans la journée, souvent en fin de journée, où ça y est, tu te réveilles, t'es en furie et tu te mets à faire tout ce que tu devais faire depuis hyper longtemps. Ça peut y ressembler, mais c'est pas vraiment la même chose. Et le perfectionnisme, souvent on voit ça comme étant quelque chose de bien, c'est le genre de défaut / qualité qu'on peut donner en entretien. Toi tu dis ouais, le recruteur il va se dire que je suis minutieuse, que je fais attention à ce que je fais, et patati patata, alors que pas du tout. Et pour le coup, je reviens quand même sur la peur de l'échec parce que la procrastination, c'est l'outil que ton cerveau il va utiliser pour te prouver que t'es pas en train de te rater, pour te prouver que t'es pas en train d'échouer. Alors ça peut être compliqué à comprendre, mais dis-toi que
ton cerveau, il a peur de l'échec, donc vu qu'il a peur de l'échec, il va faire en sorte que tu restes dans ta zone de confort, que tu te lances pas, que tu prends pas de risques, que tu n'entreprends pas, et donc tu as cette impression-là où tu te mens un peu à toi-même, où tu es en mode, bon, bah, finalement j'ai rien fail dans ma vie, finalement j'ai rien échoué, j'ai rien raté, tout va bien, j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris au fur et à mesure des années, alors qu'en vérité c'est faux, t'as juste pas pris de risques et tu veux juste éviter d'en prendre. Cette peur de l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre ici parce que c'est la cause la plus importante dans la procrastination et souvent, bah, encore une fois, c'est en lien avec l'environnement dans lequel on a grandi, c'est en lien avec la manière dont on nous a éduqués, des pressions qu'on a pu recevoir. Vous savez, ce genre de discours où on nous dit non mais il faut qu'on soit le ou la première de la classe, faut qu'on réussisse tout ce qu'on entreprend, faut pas échouer, faut pas rater. Du coup, bah, en grandissant, tu te dis j'ai pas le droit à l'erreur. Sauf que ce j'ai pas le droit à l'erreur, ça va pas être quelque chose qui va te motiver à entreprendre, à faire. C'est pas grave si tu te casses la gueule une ou deux fois, dans tous les cas, tu vas te relever. Non, 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 ça on te l'a pas dit. On t'a plus dit ouais non, faut pas échouer, faut pas se rater et c'est tout. Et donc du coup, nous on reste à ça et on cherche pas à essayer d'avoir une approche un peu plus motivante ou un peu plus encourageante. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que faut juste comprendre que les causes sont nombreuses, mais que pour avancer, bah, va falloir les identifier. Identifier ses peurs, par quoi est-ce qu'on est concerné? Est-ce qu'on est concerné par la peur de l'échec, par la peur du succès, par le perfectionnisme, etc. Et surtout comprendre quels sont les traumatismes mineurs qu'on a pu vivre. Donc ça peut être assez compliqué en soi d'aller regarder dans le passé les trucs qu'on a pu vivre, etc. Faut pas trop se prendre la tête, mais en tout cas avoir une idée du pourquoi, du comment on procrastine. Dans tous les cas, je vais pas rentrer dans les détails maintenant, ça on va en parler dans la partie 2. Maintenant, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce qui se passe dans le cerveau. Genre littéralement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Il faut savoir que notre cerveau, il est divisé en deux parties. On va voir le côté gauche. Le côté gauche du cerveau, ça va être la partie rationnelle, la partie logique, celle qui planifie, celle qui avance méthodiquement, celle qui réfléchit calmement. Et on va voir le côté droit. Le côté droit, c'est un peu plus le côté émotionnel. C'est celui qui ressent la peur. C'est celui qui s'active dans les moments d'urgence ou de survie. Tout ce qui va être en lien avec tout ce qui est survival response, le fameux fight or flight mode, donc le combat ou fuite. Voilà, c'est la partie qui s'active quand tu sens que tu es en danger. Et c'est aussi la partie qui s'active pour faire en sorte que tu survives. Et justement, la partie droite du cerveau, c'est celle qui va s'activer quand tu vas procrastiner. Parce qu'au fond, la procrastination, c'est une réponse de survie émotionnelle. Ton cerveau, il cherche simplement à éviter ce qui lui semble douloureux, à éviter ce qui lui semble risqué ou encore inconfortable. Ce qui est vraiment intéressant et ce que j'aimerais détailler sur le fight or flight mode, donc le mode combat ou fuite, parce que ça va en fait vous permettre de mieux comprendre le lien entre la partie droite du cerveau et la survie, ce truc-là de nous maintenir en vie. Le fight or flight mode, c'est le genre de truc qu'on a créé au fur et à mesure du temps pour nous maintenir en vie dans des situations hyper dangereuses. C'est le mode qui s'est construit au fur et à mesure du temps avec les hommes préhistoriques. À l'époque, les hommes préhistoriques, ils se faisaient courser par des animaux. Donc ils étaient dans ce truc-là de soit je me bats, soit je fuis. Et en fait, ils conditionnaient leur cerveau, ils conditionnaient leur corps entier à réagir de la meilleure des manières pour pouvoir survivre. Sauf qu'entre-temps, ce mode-là, il est resté en fait. Et cette réaction automatique du cerveau, elle s'active quand on va être dans une situation qui va être stressante pour nous, menaçante ou dangereuse. Sauf qu'aujourd'hui, on n'active plus le fight or flight mode parce qu'on se fait courser par des animaux, mais parce qu'on a un appel à faire, on a un rendez-vous hyper important, on a telle rencontre à faire et que ça nous stresse et que du coup, on ne sait pas trop comment réagir. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à, pas une vraie menace, je vous l'ai dit, on ne se fait pas courser par des animaux, mais une menace émotionnelle en fait, cette peur d'échouer, cette peur d'être jugé. Donc du coup, on va activer le mode fuite la plupart du temps, c'est la fuite, c'est en lien avec la procrastination, où on va éviter la tâche. Et je vous l'ai dit, on est dans ce truc-là où on évite ce qui nous semble douloureux, ce qui nous semble risqué, sauf qu'en fait, dans le fond, ça ne l'est pas. Il n'y a rien de risqué, il n'y a rien de douloureux, il n'y a rien d'inconfortable. C'est ce qu'on peut ressentir, mais dans le fond, ça ne l'est pas réellement. Et c'est là où on voit la différence entre ceux qui procrastinent et ceux qui ne procrastinent pas. Quand une personne n'est pas touchée par la procrastination, écoutez bien,
elle agit sans se poser de questions. Et surtout pas sur le résultat. Elle fait la chose parce qu'il faut faire la chose. Elle n'a pas d'attente particulière, elle fait juste ce qu'il y a à faire. Elle ne se met pas en compétition avec elle-même, elle vise pas la perfection, elle se force pas à réussir à tout prix. Psychologiquement, son cerveau gauche et droit, ils sont en équilibre. Il y a les deux parties qui sont activées et elle agit par nécessité, sans que la peur prenne le dessus. Alors que toi, quand tu procrastines, et quand je dis toi, je me mets dedans, c'est totalement différent. Quand on procrastine, là, notre cerveau droit, donc la partie émotionnelle, elle prend le dessus. On se met à tout analyser, à se projeter, à avoir des attentes. Tu fais plus la tâche parce que tu as besoin de la faire. Tu la fais en te posant 1001 questions. Et tu te concentres également sur le résultat. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais me décevoir? Est-ce que je vais décevoir les autres? Et ça, c'est quelque chose qui prend énormément d'énergie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est une vraie bataille mentale. Le meilleur des exemples que je peux vous donner, c'est quand, par exemple, tu commandes un truc sur Internet, tu le reçois, ça te va pas, t'es en mode, ok, il faut absolument que je le rende. Tu vas planifier le retour de ce colis. Tu vas le planifier, tu vas imprimer le bordereau, je sais pas quoi là, pour pouvoir le renvoyer. Tu vas le mettre dans un coin de ta maison, dans ton salon par exemple. N'importe quelle personne, une fois que tu auras emballé ton colis, etc., n'importe quelle personne normalement constituée qui n'est pas touchée par la procrastination, elle sort de chez elle pour renvoyer le colis. Toi, ça va être autre chose. Tu vas dire, ok, bon, bah peut-être que demain je peux sortir, donc peut-être que je pourrais déposer le colis à tel endroit, mais du coup, ça veut dire que si je passe là-bas, il faudrait que je fasse ça aussi. T'es dans ce truc-là de tout vouloir planifier, et plus tu planifies, et moins tu fais. Et c'est là où c'est fatigant, parce qu'on est fort pour se poser 1001 questions, on est fort pour essayer d'analyser nos attentes, le résultat, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va échouer, et on est fort aussi sur le fait de tout planifier et de finalement ne rien faire. Ça prend énormément d'énergie parce que finalement, on passe plus de temps à réfléchir qu'autre chose. Et limite, c'est un peu notre manière de nous convaincre que, ouais non, on est dessus, là on travaille dessus, là on va s'y mettre, t'inquiète pas, je vais le faire, parce que toute la journée j'y ai réfléchi, j'ai pensé à ça, alors qu'à aucun moment t'as fait les causes pour pouvoir faire ce que t'étais censé faire en fait. Et si à ça on va venir ajouter une addiction aux réseaux sociaux, une addiction au téléphone, une addiction à scroller toute la journée sur Instagram, sur TikTok, ça va être difficile de s'en sortir. Et c'est un peu ça le piège finalement, parce que notre téléphone, nos réseaux sociaux, le fait de scroller, ça nous donne cette impression d'être quand même actif finalement. Bah non, là je suis en train de faire quelque chose, là je suis en train de regarder telle vidéo sur TikTok, je suis en train de répondre à telle copine, je suis en train de réajuster mes stories à la une, je suis en train de scroller sur les réels Instagram, donc j'ai quand même l'impression d'être plus ou moins active, là je fais quelque chose. Et c'est faux. Là c'est faux, t'es en train de tout faire sauf t'avancer sur les tâches que tu dois accomplir. Et finalement c'est ça la vraie définition de la distraction, c'est que tu te sens occupé par quelque chose qui ne t'apporte rien et qui va venir te rassurer sur le fait que, bah, encore une fois finalement, ouais non, là je suis en train de faire quelque chose là, alors que ta liste de choses à faire elle est en train d'augmenter petit à petit. Et avec tous ces éléments que je viens de vous partager, et ben en fait on entre dans une spirale sans fin, où on passe du temps à réfléchir et on n'agit pas énormément. Et c'est exactement ce que les psychologues ils appellent la procrastination émotionnelle. C'est pas de la paresse, c'est ton cerveau qui essaie de te protéger, même si au final ça va venir te bloquer sur le long terme. Dans cette première partie, on a essayé de répondre au pourquoi est-ce qu'on procrastine, et dans la deuxième, on va essayer de trouver des solutions, toutes les choses qu'on peut mettre en place pour arrêter de procrastiner, comme par exemple activer les deux parties de notre cerveau pour retrouver une sorte d'équilibre et pas se sentir uniquement dans ce truc-là de survie. Je vous partagerai toutes mes astuces et on parlera également du nerf vague. Ça, c'est un des trucs qu'il va falloir retenir parce qu'on va se repencher là-dessus dans l'épisode de la semaine prochaine, Inch'Allah. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles, un commentaire, me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et je te dis à très vite pour la partie 2. Assalamu alaikum.